Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo YouTube. On va parler du striking et de la lutte à MMA. Quel est le domaine le plus important? Bien évidemment, ça va être un avis personnel. Je vais essayer de détailler, de rentrer dans les détails. Et j'en ai discuté avec pas mal de professionnels du domaine là-dessus, des coachs, etc., des combattants. Et aussi, on va parler d'autres choses, mais ça, on en parlera à la fin de la vidéo. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, mettez les notifications. N'hésitez pas à venir aussi sur Twitch, à follow la chaîne pour pas rater les lives. Pareil, on met les notifications sur Twitch. On lâche un subprime si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Et voilà. Donc, premier domaine aujourd'hui, enfin, premier truc, après je vous dis ces petites surprises. On va parler du striking et de la lutte à MMA. Des deux domaines, on va dire. Ouais, on peut dire que c'est les deux domaines dominants du MMA. Après, on peut rajouter le grappling, le cage control, etc. Mais on va parler de la lutte et du striking. Qu'est-ce qui est le plus important à développer? Après, on va rentrer vraiment dans les détails parce que ça va dépendre de plein de paramètres, du niveau où tu es, de la catégorie, etc. etc. Aussi, dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit sur YouTube ou Twitch. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous en pensez. Pour ceux qui pratiquent aussi. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui pratiquent ou pas trop, les gars? Même pas forcément que du MMA, mais des sports de combat. Euh, voilà. On va parler de ça et après on va parler aussi, on va en profiter pour parler de différents combats qui ont posé, on va dire, plus des lutteurs strikers à chaque fois, comme du McGregor Khabib ou du Bebela récemment. On va voir. C'est pas vraiment un lutteur en soi, mais Doumbé Baïsangour. T'as fait de la boxe anglaise, Manafa? Ah, super comme sport. Ça, t'as pas le cerveau en bouillie. J'avais essayé, mais avec l'épilepsie, c'est trop chaud de pratiquer. Ah, je savais pas quoi. Que penses-tu de la conférence UFC 298? Franchement, il y a eu des moments marrants, mais j'ai pas regardé. J'ai regardé vite fait les highlights. Ouais, les délires de conférence de presse, quand c'est des mecs comme ça, c'est pas vraiment ce que je kiffe. Parce que c'est pas des mecs trop charismatiques en vrai. Mais c'était rigolo ouais, avec Volkanovski. En vrai. Il est marrant ce type. Ça se voit, il est sympa. Même la vidéo où il parle de sa fille, je sais pas si vous l'avez vu dans la voiture. Ça, c'était marrant. Nul la conférence. Ouais, mais c'est. Il y a Topuria, j'ai l'impression qu'il est trop rentré dans le truc. Tu vois, il aurait pu garder son personnage de mec déter et voilà quoi. Pas besoin d'en faire trop non plus quoi. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. Le délire de voler la ceinture, tout ça, j'ai jamais trouvé ça. Même McGregor, quand il a fait, tout le monde dit ouais, nani, nana, mais peut-être qu'il a rentré la tête de Aldo, de José Aldo, quand il a fait ça, mais moi j'ai vraiment en fait, j'ai du mal avec le manque de respect, tu vois, entre les combattants, surtout quand ils sont à côté, tu vois. Enfin bref, c'est comme ça. Donc, les gars, pour moi, honnêtement, je vais dire les termes avant de développer. Pour moi, le domaine le plus important quand même en MMA, ça va être la lutte. Pourquoi? Après, je vais développer, mais c'est pas, bien évidemment, faut pas bosser que la lutte. Mais pourquoi la lutte, elle est aussi importante à MMA? Parce qu'elle permet beaucoup de choses, en fait, et elle permet souvent de bloquer le jeu de l'adversaire quand tu arrives au contact. Bien évidemment, à très haut niveau, un striker d'élite en face qui a une bonne défense de lutte, une bonne gestion de distance et qui arrive à te mettre la pression et à toucher, ça va être très compliqué pour toi d'aller au contact. Ouais, comme Salem, frérot, ça vaut quoi? Merci en tout cas. Donc ça va être très compliqué d'aller au contact face à un striker d'élite qui te met la pression, la lutte ou la défense de lutte du coup. Mais en fait, si tu as une très très bonne défense de lutte, mais en général, si tu as une très très bonne défense de lutte, tu commences à avoir une lutte offensive. Euh, pour moi, le très bon exemple, pour moi, c'est Leon Edwards. Leon Edwards, très très bonne défense de lutte, et petit à petit, il s'est créé une lutte offensive. Bon, on l'a vu contre Colby Covington, mais aussi contre, comment il s'appelle, Kamaru Usman. Sur le premier combat, non, enfin, le deuxième combat, il y a eu trois combats, Kamaru Usman, Leon Edwards. Le deuxième, où il a mis le KO à la fin. Quand il prend, je sais plus, je crois que c'est sur un bodylock qu'il prend au clinch. Derrière, il fait un crochetage, je crois. Crochetage extérieur, je sais plus. Et il arrive à l'amener au sol et prendre le dos. Quand même, tu fais ça à un très bon lutteur. Alors que t'es pas forcément lutteur, t'es Edward Tabas Shimaev. Franchement, c'est possible, hein, en vrai. Hein. Pereira, bon exemple pour le débat. Pereira, je pense pas qu'il a une bonne défense de lutte, les gars. Honnêtement. Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Moi, je le vois tous les jours, Pereira à la salle. Il bosse que son striking. Je le vois pas. Alors, peut-être qu'il se cache quand il bosse son grappling et tout. Mais
Mais je le vois jamais. Après, c'est normal. Quand tu es fort dans un domaine, tu es aussi fort. Faut aiguiser. Je le dis toujours. Faut aiguiser tes points forts. Tout le temps, tout le temps. Faut tout le temps en fait très très fort dans ton point fort. Et tes points faibles, tu les bosses, bien évidemment. Mais à son niveau et à son âge, ça sera jamais un grappleur ou un lutteur d'exception. Merci Richie. Ah, t'as vu avec des DS const. Je sais plus comment on dit déjà. Bonne défense de lutte, c'est à partir de combien de pourcents pour toi? En fait, c'est surtout, frérot, ça. Tu parles des pourcentages de takedown en défense, tu parles. De pourcentage de défense de takedown. En vrai, ça dépend contre qui tu tombes, en vrai. Pour moi, t'as une grosse défense de takedown face à des mecs qui sont pas exceptionnels en lutte. Tu vois, si t'as défendu des takedowns de Khamzat Chimaev ou de Conor McGregor ou d'un mec comme Whittaker, tu vois, des mecs comme ça, ok. C'est très fort, c'est très 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 fort même. Mais si t'as une bonne défense de lutte, tu vois par exemple Peter Yan, je regardais un highlight du nombre de takedowns de Peter Yan face à Merab. Merab. Le problème c'est que c'est pas récompensé la défense. Mais Peter Yan, le nombre de takedowns, après il y a des takedowns qui sont pas ouf, mais techniquement c'est vrai que c'est pas propre ce qu'il a fait Merab au niveau des takedowns, mais c'est la répétition et l'impact physique que ça demande de défendre des takedowns en lutte. Je crois qu'il a fait 46 takedowns sur le 5 rounds. Peter Yan aurait dû lutter Vesmerab. Ouais, après, je sais pas, il est quand même meilleur. Enfin, Peter Yan, il atomise normalement Merab en striking. Ouais, j'arrive, je prends un sub, une minute après, trois pubs, t'es criminel. Vas-y, prends ton. Turco, je t'ai pas oublié pour le truc, mais vu qu'on n'a pas parlé de ce qu'on a dit aujourd'hui, je le ferai peut-être demain. On le fera peut-être demain ou dans la semaine. Ça ouvre au débat, effectivement. Est-ce qu'il vaut mieux être expert dans un domaine, Khabib lutte easy debout et capitaliser dessus en travaillant le reste, ou alors comme les nouveaux dans le MMA, essayer d'être complet dès le début? Moi, c'est un super débat que tu lances, JB. C'est un truc qui est important quand tu fais du MMA. Si tu commences tôt, par exemple, tu commences à 12, 13, voire avant, c'est mieux de tout faire. Dès le début, de commencer par du MMA et de temps en temps, par exemple, tu commences par du MMA et tu sens que tu as quand même des lacunes en striking. Tu sens que tu progresses pas aussi vite. Mais c'est bien peut-être d'aller prendre de temps en temps des cours de boxe anglaise ou de striking avec un bon coach de striking qui saura t'adapter au MMA. Mais plus tôt tu commences, vaut mieux faire du MMA. Par contre, si tu es un mec comme Pereira, pour moi, il faut qu'il continue à aiguiser au max ses skills en striking, qu'il devienne il va pas évoluer encore en striking énormément, mais en fait, il est tellement fort que même s'il évolue un tout petit peu, ça peut faire une diff énorme. Et bien évidemment, on va dire que tu vas faire 80 ou 75% de striking et 25, 30% de lutte et de grappling, une cage control. Mais, euh, mais ça sert à rien de se dire je vais rattraper mes points faibles. Tu peux faire comme Leon Edwards qui a commencé tôt, entre guillemets, le MMA tôt, hein, je parle. Je mets entre guillemets, mais il a commencé tôt, on va dire, pour une carrière. Qui a lutté et qui a progressé. On l'a vu, hein, sa lutte, elle a progressé depuis ce qu'il a fait avec Kamaru Usman ou Colby Covington. C'était les meilleurs lutteurs de la catégorie. Bon, Khamzat Chimaev, je le comptais plus parce qu'il est monté en 84. Mais Sean Brady, c'est plus un grappleur. Tu penses quoi de Costa Whittaker? J'espère que Whittaker va gagner. Je le vois globalement meilleur partout en fait. Pour moi, il n'y a que physiquement, je parle physiquement en termes de puissance et sur le travail, on va dire, en middle, etc. Où Costa peut faire la diff et surtout s'il met la pression sur le premier round. Pour moi, tu as un lutteur comme ça en face de toi, faut lutter. Ouais, mais en fait, je pense que physiquement, il n'aurait pas pu suivre le rythme contre Merab Peterian. Même s'il est très très bon en lutte, Peterian, attention. Hein, parce c'est un très bon lutteur. Moins bon grappleur, même s'il est pas mauvais, mais je trouve qu'il est très bon en lutte. Vas-y, Turco. Costa est impressionnant, tu penses qu'il a progressé depuis son dernier combat? Costa vs Whittaker, moi je trouve qu'il progresse pas, Costa, les gars. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi j'ai pas vu de changement. Pourtant, c'est pas comme si il combattait tous les 3 mois. Normalement, t'as le temps de progresser quand tu combats pas. Moi, j'ai pas vu de progression. Hein. L'appréhension de la lutte sol a plus d'impact que celui du striking généralement. Comment ça, The Big Dina? Parce que, en général, quand t'es striker, oui, t'as peur de la lutte, mais t'as plus peur de prendre des coups
que de lutter en général. Les gars comme Costa, Yoel qui sont autant testés, tu crois qu'ils sont natifs? Franchement, j'ai du mal à y croire, hein. Yoel Romero, franchement, je suis sûr à 99% parce que la lutte à Cuba, bon, je peux pas dire plus. Et Costa, c'est impressionnant en vrai, hein. Franchement, c'est. Je serais plus choqué que tu me prouves par A plus B qu'il est pas dopé que l'inverse, tu vois. Ouais, après, c'est sûr qu'avant, il a peut-être pris. Et puis au Brésil, c'est. Tu vois, par exemple, en France, que tu me dis qu'il y a beaucoup de dopés, ça me choque un peu plus. Il y en a, bien évidemment, des athlètes dopés, hein. Mais au Brésil, aux États-Unis, en Russie, c'est la culture. Pourquoi tu veux savoir, Turco? Pourquoi tu veux savoir? Tu penses quoi du BTT Camp? Je ne suis pas du tout, les gars. Merci, philosophe NC, pour le follow. N'hésitez pas à follow la chaîne, les gars. Mettre les notifications, lâcher un subprime si vous voulez pas avoir les pubs. C'est gratuit si vous avez Amazon Prime. Comment ça se fait qu'Edward est un striker alors qu'il a commencé par le MMA? Je crois il a commencé par du Muay Thai, je crois. Ou du kickboxing, je crois. Il a commencé par du Muay Thai. Leon Edwards. Combien de combattants sont réellement natifs dans le top UFC? C'est une question que je pourrais pas répondre. Franchement, c'est difficile à dire, hein. Mais je pense qu'il y a des dopés, ça c'est sûr. Si tu peux pas ne pas y en avoir, surtout aux États-Unis. Et il y en a qui sont peut-être pas dopés, quoi. Alors que nous, on doit faire, hein. Parce que j'aimerais savoir comment ils font pour cut des 20 kilos. Après, après ils cut pas 20 kilos d'eau, hein, frère. C'est juste. Après, il y a beaucoup de gens qui mentent aussi. Faire attention. Il y en a beaucoup qui mentent sur les cuts pour impressionner, faire peur. C'est beaucoup de jeux. Il y en a qui cut beaucoup, mais c'est. En fait, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos quand je parle du cutting. La génétique joue. Il y a des gens qui ont une facilité à cut, à perdre de l'eau, à perdre du poids, etc. et à rebondir. Ça va jouer sur la génétique. Ça va jouer sur l'expérience, les protocoles que tu vas utiliser, surtout la nutrition. Si tu as, un très très bon nutritionniste et que tu gères très bien ton planning d'entraînement, ta nutrition, tes timings de prise d'aliments, etc., ton sommeil, et que tu gères bien tout ce qui est à côté, tu peux perdre beaucoup. Et tu as des gens qui vont perdre plus facilement, tu vois. Après, bien évidemment, il y a des produits pour cutter, les gars, hein. Des produits naturels et des produits non naturels. Tu penses que Baki devra changer de management pour aller à l'UFC? Fernand n'envoie quasiment plus personne. Ouais, mais il pourrait envoyer qui là actuellement, Fernand? Aussi, faut des athlètes qui ont le niveau pour aller à l'UFC. Honnêtement, pour moi, là, actuellement, le seul athlète, enfin, les seuls athlètes qui pourraient aller à l'UFC, qu'il a en management, c'est Abdul, qu'il a toujours en management, je crois, Baki et Aboubakar Younousov. Surtout s'il gagne son prochain combat. Ilian Boafa, je crois pas qu'il est au Management Factory, hein. Après, peut-être je me trompe. Mais je pense que c'est un peu tôt, peut-être pour Ilian. Peut-être dans 2 ans, je dirais. Frérot, à l'Octagone, j'ai vu des Brésiliens, j'arcute. Non, mais d'eau, tu veux dire 10 kilos, c'est. Frère, 10 kilos, 10 litres. Par exemple, tu fais 70 kilos, tu cut 10 litres d'eau, normalement, tu meurs, frère. Tu meurs. Tu t'as dépassé largement les 10 kilos les 10% de déshydratation. Et 10% de déshydratation, c'est dans le rouge, 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 rouge. Fernand a trop de combattants? Non, je sais pas. Un middleweight, attends, je sais. Après, il faut pas oublier que plus tu montes, plus c'est facile de perdre de l'eau. Un poids lourd comme Francis Ngannou comment il s'appelle, Sergei Pavlovich, il va perdre beaucoup plus, il va cutter beaucoup plus qu'un 66 kilos aussi. Ah oui, Ibrahim Mané. Ibrahim Mané, ouais, c'est vrai. Qu'il aurait peut-être pu signer à l'UFC. Mais est-ce que les problèmes de Fernand font qu'il y arrive plus? Un Gomis, par exemple, c'était un coup de chance pour qu'il rentre, même s'il a fait la surprise. Cutting devait être interdit. Ouais, mais impossible, Richie. Difficile à dire par rapport à ça. Je pense que peut-être qu'il s'est passé avec Taylor, ça a bloqué de ce que j'ai vu. Maintenant, ça a bloqué. Peut-être. Salut Nabil. Bonjour de la Nouvelle-Calédonie. Je suis avec Richie en direct de l'apéro. Merci pour le partage. Tu as ressenti ton implication. Ah, merci les gars. Ah ouais, j'ai une grosse team de la Nouvelle-Calédonie, les gars. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère qu'il. Je sais pas quelle heure il est là. Je crois qu'il est minuit, les gars. Vous me parlez d'apéro là. Il est quelle heure chez vous là?
tout cas, merci les frérots. Ça fait plaisir. Il faut que je vous mette en contact avec un pote à moi là, qui va s'installer à Nouméa avec sa famille, qui a un contrat là pour le moins d'un an et qui va venir à s'installer à Nouméa. Un super gars en plus. Il y a un Brésilien, il s'appelle Denilson Neves. Il combattait à Munich sur la même carte que nous. Il a commencé le cutting jeudi à 19h. Il a commencé le jeudi à 9h du mat. Il a cut presque 24 heures. Ouais, mais t'es sûr des infos? Est-ce que vous l'avez pesé et tout? Vous avez vu ce qu'il faisait, etc. Parce que tu peux pas faire non plus, par exemple, enchaîner 6-7 bains en cutting. C'est pas possible. Ton corps, bon, il te dit stop. Ils doivent avoir des protocoles, je pense, des protocoles un peu spéciaux. Après, les Brésiliens, ils cut beaucoup, hein. Ils se mettent vraiment, 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 vraiment dans le mal. Attention. Il y a une rumeur comme quoi Yassine Bouganem a fait 24 heures de cut. Vas-y, Richie, avec plaisir. Ouais, mais 24 heures de cut. Mais pourtant, c'est pas un gros cutter, Yassine, non? C'est chaud, hein. Normalement, en 4-5 heures, c'est plié, hein. En coupant en deux, même. C'est. Max, normalement, tu vois, tu peux. En vrai, il est très, très, très bon cutter. Quand t'as le matos, t'es bien accompagné. Euh, Ah, Yacine. Ok, ok. Quand t'es très bien accompagné. Attends, c'est qui déjà Youssef? En fait, je les inverse à chaque fois, moi. Mais c'était pour un combat à Muay Thai ou c'était pour son combat de MMA? Parce que Yacine il est accompagné par Nicolas Haute, non? J'ai du mal à croire que pour du MMA, il ait fait ça en vrai. Putain, on est parti complètement du sujet pour la lutte striking. Je sais pas pourquoi on a parlé du cutting en plus. En plus, j'ai du mal à me rappeler de quoi on parlait par rapport à la lutte et au striking. Ouais, je disais quand même que la lutte, t'arrives plus à imposer facilement on va dire ton jeu, mettre la pression, fatiguer ton adversaire. Et c'est plus facile, entre guillemets, d'arriver en contact et d'imposer son jeu que d'imposer son jeu en striking. Plus de 4 pour moi, c'est dangereux. Turco. Ouais, c'est bizarre, hein. Faudrait que j'en parle avec Nicolas quand je le vois. T'en penses quoi des pattes d'ours quand t'en peux vraiment plus du bien? Je pense que c'est mieux de faire l'inverse. Si vraiment tu dois mixer, ça serait de faire les pattes d'ours avant. Et pas trop fort, tu vois, pas trop intense. En fait, le problème de faire des pattes d'ours, c'est que tu vas monter ton rythme cardiaque, ta pression artérielle. Et en fait, et le bain, ça la descend. Et en fait, le fait de mixer, de faire ça, c'est super mauvais, en fait. Vas-y, ROH de wesh. Avec plaisir. Mais moi, je suis pas trop fan. Ça se fait. Je dis pas que tu peux pas le faire et tout, mais je suis pas trop fan de mixer les méthodes. Après, tu peux commencer par du shadow ou un peu de vélo ou un peu de tapis vraiment tranquille. Et après, tu te mets dans le bain. Mais c'est dangereux. Est-ce qu'un élite striker qui défend bien la lutte a plus de chances de gagner ou moins qu'un lutteur type olympique qui a fait du striking? À mon sens, c'est plus facile à apprendre la défense de lutte que de combattre un top debout type easy. Ça va dépendre des catégories. Et après, la problématique, ça va dépendre du type de lutte de ton adversaire. La problématique, c'est qu'avec les nouvelles règles UFC, on va pas se mentir, ça avantage quand même légèrement, je parle à peine, les strikers. Parce que maintenant, en plus, la problématique, c'est que si tu luttes avec ton adversaire, que tu l'amènes au sol, tu maintiens la position, tu fais pas grand-chose, tu vas te faire relever et tu vas perdre tout l'avantage que tu as pris à part l'amener au sol, bien évidemment, et le contrôle au sol. Tandis que si tu arrives à striker, à mettre des petits low kicks de temps en temps, un petit jab qui passe, que tu arrives à défendre la lutte, ben, tu vas prendre tes points, tu vas prendre beaucoup plus de points que le lutteur qui amène au sol et qui contrôle juste. Il faudrait une règle interdisant le cutting, c'est une façon légale de tricher. Tu peux pas, frérot. Tu peux pas. Franchement, si le mec là qui me trouve quelque chose contre le cutting, franchement, il faut que je l'envoie direct voir Dana White.
Un bon lutteur fait plus peur qu'un bon striker. Hmm. En vrai, c'est plus parce que. C'est plus parce qu'en fait, les lutteurs, à part certaines personnes, t'as peu de gens qui, avec le striking, nullifient complètement des adversaires. Il y en a très peu. Tandis qu'avec la lutte, tu peux vraiment nullifier et ça se voit en fait. Salut, pas si facile que ça d'apprendre la défense de lutte. Ah non, c'est très très dur la défense de lutte. Ça prend du temps, les gars. Genre, nous, souvent le matin, on fait genre un petit kilo au sac, histoire de descendre à 70,5. Puis on fait un sauna 3-4 fois, plus serviette, jusqu'à qu'il en peut plus souvent. Et là, il reste 2 kilos. Et deux derniers bains, souvent ça prend 3 bains, c'est abusé, tu trouves ça? Je trouve que c'est beaucoup, ouais. Je pense que peut-être c'est pas optimal en fait dans les protocoles que vous faites, de la préparation, etc. quoi. Après, ouais. Limiter le robot à 5 kilos. Non, les gars. Faut surtout. Déjà, tu limites le robot à 5 kilos à un middleweight ou un light heavyweight, vous êtes fous, les gars. C'est-à-dire qu'un mec qui fait 104 kilos, 105 kilos, il descend à 93 kilos, il fait sa pesée, il peut recharger, il peut reprendre que 5 kilos. C'est-à-dire, vous allez lui dire, ok, tu fais ta pesée, tu bois, tu manges. Ah ben là, non, t'as assez bu, t'as assez mangé. C'est-à-dire, tu le laisses pas se recharger, il sera pas à 100% de ses capacités. C'est toujours plus dur d'être agressif au sol. Ouais, c'est vrai. Contrôle type USADA, mais pour le poids. Je pense qu'un striker avec takedown défense, c'est large mieux qu'un grappler sans trop de lutte. Ah, mais c'est clair. Pour moi, vaut mieux être un très bon lutteur qu'un très bon grappleur. Ça, c'est sûr. Parce que vous allez dire, ouais, il restreint son argumentaire. Mais par exemple, pour moi, un lutteur qui arrive à amener au sol et à maintenir au sol, entre guillemets, c'est beaucoup plus intéressant à MMA. Pour moi, les top MMA actuellement, il faut que tu sois, as un bon striking, une bonne défense de lutte, les amener au sol et tu puisses juste contrôler au sol. Pour moi, si t'as pas de soumission, c'est pas si grave que ça en vrai. C'est toujours bien, hein, on va pas se mentir, c'est toujours mieux. Mais si t'es pas un mec qui lâche des soumissions tout le temps, c'est pas grave. Mais maintenir au sol et pouvoir mettre du ground and pound et de temps en temps tu vas lâcher un bras-tête ou un truc comme ça, ok. Mais ou un étranglement arrière, une guillotine. Mais c'est pas grave si tu sais pas caler des triangles ou une omoplata ou une clé de bras, quoi. Non, peser le jour du combat, encore pire. On aurait trop d'annulations. Il y aurait trop de gens qui rateraient les combats pour les organisations. Ça serait trop compliqué de mettre en place, entre guillemets, des remplacements s'il y a des pesées ratées. Et on aurait des combattants qui seraient pas au top de leur forme. Ah, je suis pas d'accord avec toi, Tarksplays. Tu peux pas, en vrai. Franchement, argumentez, les gars. Sans être arrogant, petit à petit, je vais déconstruire vos arguments. Ouais, la formule actuelle, elle marche, les gars. C'est sûr que c'est pas le plus optimal, mais franchement, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. On en a déjà parlé, peut-être rajouter des catégories intermédiaires entre 70 et 77 et 84 et 93. Ou 4, non, et 77 et 84. Non, mais là, tu compares des compétitions de JJB et des compétitions de MMA, les gars, ça n'a rien à voir. Mais ça veut dire qu'en fait, tu vas dire à un athlète, déjà que la pesée, c'est compliqué. Tu vas dire à un athlète, ok, tu vas devoir te peser là. Tu te pèses maintenant, et là, dans 3 jours, 4 jours, tu vas devoir te repeser. C'est très très compliqué au niveau de la recharge, en fait. Non, la faisait 2h20, les gars, on va avoir des athlètes qui sont complètement déshydratés. Ils feront quand même exprès de descendre de poids et d'être plus lourd pour recharger. On aurait des athlètes fatigués qui seraient pas au top de leur forme. On aurait beaucoup de blessures, beaucoup de gens qui feraient pas la pesée. Ça serait un casse-tête pour les organisations, les gars. En fait, le coaching, je trouve ça idiot dans le sens où tout le monde le fait, donc il n'y a pas de réel bénéfice hormis de traumatiser son corps. Ben si, il y a un bénéfice parce que si tu le fais pas, tu auras 8 kilos, voire 10 kilos de moins que ton adversaire. Presque on peut pas dire qu'il faut faire comme le dopage, en mode on vient te peser un peu quand on veut. Tu n'as pas le droit de varier de plus de quelques kilos au long de l'année. Il y a une marge naturelle, mais dans les faits, c'est pas sain de perdre 12 kilos tous les 4 mois pour se battre. Non. Bien sûr que c'est pas sain, les gars. Mais regardez, je vous explique un truc. Déjà, ça veut dire qu'il faudrait
régulièrement des gens qui viennent peser. Ça veut dire, en fait, c'est pas pour être méchant, les gars. Mais franchement, vous abusez. T'imagines, toi, tu viens de manger là, t'étais en mode, tu t'entraînais, tu t'as voulu te faire plaisir, t'as eu un repas avec la famille, t'as bien mangé, tu t'es vraiment fait plaisir, beaucoup, beaucoup de plats. Et là, t'as un contrôle, on vient de te peser, frère. T'as mangé, je sais pas combien de trucs de bouffe, t'as bu beaucoup d'eau, et on vient de peser, et on te dit, ah, ok, bah t'es au-dessus de la limite. Ah non, mais vous vous rendez compte, ça veut dire que les athlètes doivent contrôler leur poids tout au long de l'année. Mais je sais pas si vous vous rendez compte déjà que la diète c'est dur. C'est comme si là, moi je vous dis, toute l'année vous devez être vous devez passer un certain poids. Vous vous rendez pas compte physiquement ce que ça impose et psychiquement ce que ça impose. Mais parce que tu seras plus fort. Par exemple, si là, par exemple Richie, on va dire, on combat en 70 kilos. Toi, tu te dis, ok, je vais essayer de rester à 71 kilos tout le long de l'année. Et moi, je suis à 82 kilos, par exemple. Tu vas combattre le jour du combat. Moi, je vais faire 80 kilos. Toi, tu vas faire 62 ou 12 kilos. Je vais quasiment faire 10 kilos de plus que toi. Quand on va lutter, les 10 kilos, tu vas les sentir. C'est plus compliqué de maintenir son poids sur une semaine que faire un cutting. Actuellement, le coaching, c'est inutile. Au final, les deux combattants finissent au même poids, pratiquement dans la cage. Ça, c'est faux, ça. Il y a des combattants qui sont plus lourds que d'autres, hein. Ça, c'est franchement, Tarksplayy, je t'apprécie, frérot. D'habitude, tu dis des trucs sensés, mais là, tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Crois-moi, hein. Tourne avec un mec qui fait 10 kilos de plus que toi, qui a quasiment le même niveau. Tu vas lutter, tu vas vite comprendre quelle heure il est, hein. Et alors, encore pire si c'est lui, c'est un lutteur et que toi, t'es pas un lutteur. Si lui, il est vraiment bon en lutte et que toi, t'es bon en défense de lutte, en bon striking, s'il fait 10 kilos de plus que toi, tu vas pas avoir la. Non, mais il n'y a pas 10 kilos de différence. Mais par exemple, un Islam Makhachev, je pense qu'il combat à 83 kilos. Ça me choquerait pas qu'il combat à 83 kilos. Et t'as des mecs qui vont combattre à peut-être 79 kilos. T'as 4 kilos de différence au niveau pour une ceinture ou pour un top 5 UFC. Je peux te dire 4 kilos de différence quand ça lutte, quand ça fait du grappling, tu le sens en fait. Ouais, voilà, par exemple, Saladin avec son combat en 77. Non, tu peux. En fait, vous vous rendez pas compte, les gars. En fait, vous voulez qu'on contrôle tous les faits et gestes des athlètes au niveau de la nutrition pour pas qu'ils cut. Mais vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire que tout au long de l'année, ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent, à être jamais au-dessus d'un poids. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent se faire contrôler, se faire sanctionner. Les gars, vous rendez pas compte de ce que vous leur demandez. Déjà que s'entraîner à MMA, c'est dur. Et là, vous voulez en plus les limiter au niveau de la bouffe. Mais les gars, vous êtes fous. C'est-à-dire tous les jours, le mec, il doit se peser. Tous les jours, il doit faire attention à ce qu'il mange, à compter les calories. Les gars, faut payer des gens pour gérer ça. Vous vous rendez pas compte. Mais les gars, vous dites ça, mais à MMA, il n'y a pas qu'à MMA qu'il y a du coaching. En lutte, il y en a. En boxe, il y en a. Bon, c'est beaucoup moins important en boxe. Mais dans toutes les catégories, dans tous les sports à catégorie de poids, il y a ce genre de choses. En powerlifting, ils le font. En haltérophilie, ils le font. Euh, dans tous les sports à catégorie de poids, ça se fait. Les gars, je suis pas fan. Sur YouTube, Youssef Inno, c'est à 13 h en France, les gars, je crois que c'était à 14 h. Tu vas sur mon YouTube là, Nabil Takali, les gars, pour les replays. Avec plaisir, Richie. Les gars, quand je vous dis, c'est pas méchant, hein, quand je vous dis que vous dites n'importe quoi, attention, on discute. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, le cutting, je suis pas fan du tout. Arrêtez de croire que moi, je suis pour le cutting. Si je pouvais que mes athlètes, ils aient pas à cutter, ben moi, je serais content. Mais c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Comme tu as dit, il faut payer les gens. Toujours une question de sous, mais 6%, ça te semble peu pour varier de poids. Que ce soit en 66, soit en 77 ou en 92, la marge proportionnelle à son corps. Ouais, mais la marge est proportionnelle à ton corps, certes. Par exemple, 6%, etc. Mais tu le gères comment au niveau du. Comment ça s'appelle? Déjà, les contrôles antidopage en soi, c'est inégaux. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus. Ça, personne n'en parle, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus contrôlés que d'autres. Bon, les agences ont leurs raisons, des fois, que nous, on n'a pas toutes les infos. Mais ça veut dire que un mec, je te donne un exemple. On a l'athlète A.
En 70 kg, l'athlète B en 70 kg. L'athlète A, fin de semaine, on est vendredi, ou samedi plutôt. Il se fait plaisir, fin de semaine, il a envie de manger avec sa famille, il a un repas de famille, etc., un anniversaire. Il se fait plaisir, il mange beaucoup, il se fait plaisir, il se fait contrôler 1 heure ou 30 minutes après le repas. Bam! Il va peut-être dépasser ou il va être trop lourd à ce moment-là parce qu'il n'a pas le temps de se gérer. Et l'athlète, on va dire B, ben lui, il est peut-être semaine où au moment où il fait attention, au moment où il est sorti des toilettes, il se fait peser, bizarrement, ben, il est au poids. Tu vois, il y a trop de paramètres à prendre en compte, les gars. Donc, pour toi, le cutting a un intérêt sportif et c'est utile dans la prestation délivrée. Alors, personnellement, je n'ai rien à faire. Le mec à côté, j'ai seulement la prestation dans la cage. Au final, le cutting met en danger sa tête. Certains fois mal entouré donne un avantage qui n'a pourtant rien à voir avec la performance de la cage. Crée des fluctuations du niveau de combat ou autre en fonction de comment s'est passé le cutting inutile. Je te donne un exemple, Tarksplay. Un mec comme Khabib, s'il cutait pas autant qu'il cutait, il serait pas aussi fort. Parce qu'il était lourd dans la cage. Ceux qui disent qu'il n'était pas lourd, il était très très lourd dans la cage. Et tous les athlètes le disent. Quand il t'a attrapé, qu'il t'a amené au sol, physiquement il était déjà présent. Et en plus de ça, vu qu'il était lourd, eh bien, il jouait de ça. Ça veut dire sur sa lutte et son grappling, vu qu'il c'est un mec du top game, il aime pas trop travailler sur le dos. Il aime plus travailler par-dessus, mettre du ground and pound et utiliser son physique pour finir avec soit des soumissions, soit du ground and pound. Si tu t'es pas plus lourd que ton adversaire, mais tu perds un avantage. Un lutteur, il va chercher à être lourd par rapport à son adversaire. Tandis qu'un striker, par exemple un Assourdine, un Adesanya, c'est pas pour rien que les mecs, ils sont, ils sont légers. Parce que dans leur style, ils sont rapides, vifs, explosifs. Ils n'ont pas besoin d'être lourds. Parce que dans leur jeu, eux, c'est le striking qui les éteint. Mais un lutteur qui va lutter, qui va faire du grappling, etc., il va essayer d'être plus lourd que son adversaire. Parce que ça joue le poids sur la préhension. Quand tu attrapes quelqu'un, tu luttes avec quelqu'un, un mec qui fait 20 kilos de plus que toi, t'as pas la même liberté de mouvement. Je préfère striker un mec qui fait 20 kilos de plus que moi que lutter un mec qui fait 20 kilos de plus que moi. À niveau égal, je parle. C'est comme si Makhachev doit rester entre 70 et 75 kilos de l'année. Impossible, mais bien sûr, impossible. Vous allez me dire, ouais, mais il a qu'à combattre à 77 kilos. Mais il va tomber avec des mecs plus lourds que lui, potentiellement. Ouais, je pense qu'il pourrait redescendre en 77 kilos, Khamzat. S'il fait vraiment le taf. Qu'est-ce qu'il a dit, Mystic Matt? T'as dit un truc? Pourquoi t'as enlevé Mystic Matt? Attends, j'ai pas vu, non? Salut Nabil, il reste peu de jours à Doumbé pour Pull-Out et éviter la défaite certaine. Je remets pas en cause l'utilité du poids pour l'athlète, je dis juste que ça n'a aucun intérêt à part offrir un levier supplémentaire qui n'a aucun rapport avec le niveau. Oui, mais Tarkspray, le problème, c'est que t'as pas le choix en fait. Tous les athlètes te diront que le cutting, eux, ils veulent pas le faire. Mais t'as pas le choix. Il fait précisément 13 heures de cutting. C'est anormal ou pas? Après, ça dépend parce que, en fait, 13 heures de cutting, ça dépend. Peut-être qu'il a fait des pauses entre temps. Peut-être qu'il a cuté pendant 1 heure, il a fait une pause de 2 heures, il a recuté 1 heure, il a fait une pause de 3 heures. Tu vois ce que je veux dire? Pour rebondir niveau alimentation, ça parlait d'hydratation. Il favorise quoi comme aliment? Glucides en général. Les contrôles, ouais, c'est pas clair, mais c'est l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y aura toujours l'inégalité là-dedans, c'est sûr, mais il faut mettre fin au cutting. C'est une voie à étudier. Et en soi, les combattants pourraient sortir du programme s'ils veulent. Non, du genre, si tu sais que 0 combat dans les 6 mois, ben, tu décides de plus être dedans. Mais si tu fights dedans, ouais, mais c'est trop compliqué pour les organisations et les athlètes. Surtout que tu pourrais pas faire de short notice, ça veut dire. Ça aussi, tu pourrais pas faire de short notice. Vous vous rendez pas compte, en fait, parce que vous voyez l'intérêt sportif, mais il y a l'intérêt tout autour. En fait, organiser aussi. Au niveau de l'organisation, pardon, c'est trop complexe. Après, en fait, moi, je vois ce que vous voulez dire. Moi, je suis pas fan du cutting. Je vous le dis, les gars. Moi, je suis pas fan du tout. Si ça pouvait... Mais là, honnêtement, je vois pas comment. Là, votre solution, elle est pas envisageable. C'est pas possible, les gars. Je vous le dis, cash. Les combattants, les organisations, elles voudront jamais parce que ça, en termes d'organisation, c'est impossible. Question pour toi, qui sont ceux qui cut le moins à l'UFC? Genre pour toi, Colby, cut pas beaucoup, non? Je dirais pas que c'est un gros cutter, non, Colby. Trouve ça juste qu'un combattant soit 5 kilos plus que lourd. Mais non, je trouve pas ça juste, les gars. Mais attention, je vais pas dire ton pseudo, mon gars. Je vais t'appeler Jean. Jean, la problématique, c'est que
Ok, tu te dis, il y a des mecs qui cut plus, sont plus lourds. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû endurer pour en arriver là, pour valider le cutting? Parce que ce que tu gagnes au niveau du poids, je le répète, les gars, parce que ça, c'est important. Parce que plus tu cut, tu vas être plus lourd que ton adversaire, certes, mais au niveau de ton endurance, plus le combat va durer, plus ça va être difficile pour toi. C'est ça que vous vous rendez pas compte. Tu perds forcément, les gars. C'est pas win-win, hein, le coaching. C'est une obligation, le coaching, ça fait partie du business. Et puis, le délire de la pesée, tout ça, ça joue en vrai. Si on enlève le coaching, tous les 93 vont monter en lourd. Ouais, c'est clair, hein. La seule organisation qui fait du profit, c'est l'UFC. Le reste, ils sont à perte. Les orgas vont pas se compliquer la vie. Ouais, les gars, vous vous rendez pas compte. Pour les petites orgas, elles feraient comment? Les petites orgas pro, type Ares, elles ont pas les moyens de faire ce que ferait l'UFC, par exemple. Depuis le départ, je parle de l'utilité du coaching. 0/20 pour les athlètes et les publics. Je comprends pas pourquoi tu dis ça, en fait, Tarksplay. Quand tu dis aucune utilité du coaching pour les athlètes et le public. Voilà, les combattants disent tous qu'ils ne veulent pas cutter, mais ils le font tous. Donc, si c'est pas unanime, trouvez une règle pour arrêter ça, une règle contre. Mais les gars, s'il y avait une règle qui marchait vraiment, qui serait intéressante pour les athlètes, vous vous rendez pas compte l'argent que l'UFC perd quand il y a des annulations de combat à cause des pesées. Vous pensez pas qu'il aurait mis en place, les gars? Il y a pas de solution miracle pour qu'au niveau de l'organisation, au niveau des athlètes, etc., ce soit le top. Sinon, il l'aurait mis en place. Il l'aurait mis en place, les gars. Regardez, même au One Championship, ok, c'est vrai que les catégories, les mecs sont moins lourds. Mais faire 3 pesées dans la semaine, il y a énormément de ratés de pesées au One Championship. Et il y a eu beaucoup de problèmes là-bas aussi. Faudra un mec qui perd sans cut et montre aux autres que c'est possible ou même pas. Ouais, ben ça dépend des catégories. Tu penses quoi de la dernière stratégie de vitrine de Doumbé? Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous si le clan Doumbé change de strat pour ce combat? Les gars, et, moi je vous le dis cash. Je vous le dis cash. Bon, ça va reparler de Baki Doumbé, il fallait bien que ça revienne sur le sujet. Mais je vous le dis cash. La communication qu'a Doumbé, le pressing qu'a Doumbé, ça n'a aucune influence sur Baïsangour. Ce qu'il fait là, Doumbé, c'est qu'il vend son combat. Toute la communication qu'il fait autour, c'est pour qu'il y ait de l'émulation et que derrière, il fasse de l'argent avec. Le public n'en a rien à cirer que les athlètes ont cuté. Les athlètes sont les premiers à ne pas vouloir réaliser le cutting. Le seul gagnant sont les organisations qui gagnent en flexibilité niveau marketing. Et pourquoi s'ils veulent pas cuter, ben, un mec je sais pas, qui fait 80 kilos, eh ben, il va combattre en 77 kilos. Sauf qu'il va perdre. Parce qu'il va tomber face à un mec qui va faire 87 kilos dans la cage. Et quand ça a commencé à lutter, eh ben, il va se rendre compte qu'il est trop léger, il va perdre. Donc moi, je parle du sportif. Le sportif, ça reste la base. Qui gagne, qui perd. T'as beau être le meilleur vendeur, si tu perds, ben tu perds. Si Doumbé, là, par exemple, il se met à enchaîner 6-7 combats d'affilée, regardez Tony Ferguson. Maintenant, on parle de lui comme un ringard, entre guillemets. Adesanya, il a perdu son combat contre Strickland, plus personne parle de lui. Par contre, pour revenir au sujet du début, tu peux faire une explication plus précise entre lutte grappling, lutte à livrer, lutte libre. Merci en tout cas, merci pour les réponses. Alors, lutte grappling et lutte à livrer. Euh... Bah, tu parles par rapport au MMA et JB ou pas? J'ai pas trop compris ta question. Tu penses que rajouter des KT par exemple entre... Ouais, pour moi, je trouve que ce serait une bonne chose. C'est qui JR Golden? Tu vas faire une buzz cut chez JR Golden. C'est qui JR Golden, les gars? Ben oui, mais tu mets quoi en place, Starksplay? Qu'est-ce que tu mets en place là actuellement? Vas-y, donne-moi les solutions. Là, je te jure, donne-moi les solutions. Et, euh, et on... Vas-y, donne-moi tes solutions. Euh, Le grappling, c'est les... Enfin, non. Parce que dans le grappling, tu as la lutte. Mais moi, quand je parle du grappling, c'est quand même plus les phases de sol. Ou quand tu amènes ton adversaire au sol. La lutte, c'est vraiment la phase où tu vas arriver au contact et tu vas amener au sol ton adversaire. Et dans la lutte, bien évidemment, tu peux intégrer le judo, tu as la lutte gréco-romaine, tu as la lutte libre, tu as plusieurs styles de lutte en plus. Tu as le chain wrestling, pardon.
T'as le cage control aussi, où tu utilises des phases de lutte, de judo, de gréco, de clinch aussi. Et tout ça, en fait, si tu arrives à maîtriser certaines... Il y a, par exemple, des choses beaucoup plus efficaces que d'autres dans certaines situations. Tu vois, par exemple, le judo, ce qui est bien, certains balayages en judo, ça demande très peu d'énergie. Tandis que la lutte, où tu vas partir en double leg ou en single leg, ou venir soulever le gars, l'amener au sol, etc., ça demande beaucoup plus d'énergie que être au clinch avec un mec, lui faire un petit balayage et lui suivre au sol. Mais ça va dépendre, quoi. C'est quand le live avec Turco. Je pense qu'on va le faire ce week-end. Fight Week 3 pesées. Pourquoi 3 pesées Tu veux faire comme One Championship? C'est un coiffeur en France qui est dans une sauce parce qu'il rate toutes ses coupes. Ah, c'est... Ah, ok, j'ai vu passer. Hein. Non, j'irai pas chez lui, t'es un fou, les gars. La lutte, c'est la suite du clinch avant et au sol, du coup, ou alors le clinch dans la lutte. J'étais en train de réfléchir. Ça va dépendre, tu vois, par exemple, tu es en phase de striking avec ton adversaire, tu vas commencer à jabber, à travailler. Tu pars sur un overhand, le classique overhand que fait Merab ou que fait Khabib. Overhand, tu viens chercher la jambe opposée. Ça, c'est déjà une phase de lutte. Parce que dans le striking, tu dois lutter et dans la lutte, tu dois frapper aussi. En fait, c'est ça qui est bien avec le MMA. Sur des phases de lutte, tu peux frapper pour créer des ouvertures, pour créer de nouveaux ancrages. Et pareil, pour lutter, il va falloir striker pour créer des ouvertures, pour créer des fenêtres, des timings, créer de l'incertitude. Si tu te dis, par exemple, je suis face à un mec, je suis meilleur lutteur que lui, mais je pars à la Khamzat Chimaev, je pars sur un takedown, mais je mets pas d'incertitude, je fais pas d'appel, rien. Au bout d'un moment, le mec, il va l'attendre le takedown. Donc il va baisser les mains, il va se préparer, il prépare sa stance et tout, elle va être différente, son attitude, sa posture, etc. Ça va être beaucoup plus facile pour lui de défendre la lutte que si toi, derrière, tu mets de l'incertitude, tu mets un peu de striking, etc. Tu rends le combat un peu plus brouillon pour lui. Et surtout, ce qui est important en MMA, c'est de jamais, entre guillemets, subir le combat. Ça, vous allez me dire, c'est simple. Mais si tu subis le combat, par exemple, c'est toi qui seras toujours en réaction. Et il y a très peu de combattants qui sont bons en contre ou en réaction. Des Adesanya, ils sont bons là-dessus. Parce ils mettent la pression, mais ils n'ont pas besoin de mettre la pression pour mettre des dégâts. Par exemple, il y a des gens qui te disent, ouais, c'est un contreur. Mais un contreur, tu peux être, par exemple, un Cédric Doumbé, c'est un très bon contreur. Mais lui, il recule pas, en fait, quand il contre. Il met la pression, mais il contre. C'est différent de reculer pour repartir, par exemple, un in and out, etc. La Adesanya, tu as l'impression qu'il recule, il va bouger, il va changer d'angle pour pouvoir te frapper. J'étais dégoûté la dernière fois pour Baki, comme tout le monde, je pense. J'espère que ça va bien se passer cette fois-ci, surtout qu'il ne laissera pas trop d'énergie avec le cut, force à lui. Normalement, ça devrait bien se passer, les gars, on est dans les temps. Lundi, mercredi, vendredi, plus tu mets une pesée aléatoire possible pour les petits malins. Ouais, mais tu fais une pesée aléatoire pour qui? Pour tous les athlètes ou pour un athlète, tu vois, genre. Ça aussi, c'est compliqué. Parce que déjà, ça va dépendre de comment tu recharges. Darkplay. Un mec qui recharge, il fait une pesée, il recharge avec une intraveineuse, ça va pas être un mec qui recharge avec de l'eau et de la nourriture. Comme Baki face à Sardi. Un peu, ouais. Un peu. Même s'il met la pression quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'il faisait beaucoup de in and out comme ça, Sardi. Non, t'inquiète, pose tes questions, JP, c'est intéressant. C'est toi qui gères l'entraînement physique du Baki. Ouais, c'est ça. C'est la première fois que je te vois Mac Blue Belt. T'es déjà 16h21, quoi, chez moi. Donc voilà, en fait. Et pour moi, c'est pour ça que le striking, un très bon striker, il pourra gagner face à un très bon lutteur. Mais c'est souvent, bien évidemment, celui qui va mettre la pression et qui aura l'opportunité. Et ça va être, comme je dis, entre guillemets, plus facile. Plus facile d'arriver au contact et d'imposer ton jeu que de mettre beaucoup de dégâts avec le striking. Mais en fait, tu dis ça, mais euh, tu dis ça, Tarkplay. Mais au One, ils font ça. Et au One, il y a eu beaucoup de dérives avec les plusieurs pesées dans la semaine. T'avais un autre pseudo avant. Ok, ok. Il y a eu beaucoup de problèmes au One. Je crois que là-bas, il y a eu un mort aussi par rapport au cutting. Et c'est après qu'ils ont mis en place les 3 pesées. Et c'est pas pour autant qu'il y a énormément de dérives. Moi, j'ai entendu des trucs de fou. Hein. C'est vrai que les mecs au One sont un peu plus légers, mais ils cut quand même. Et c'est ceux qui maîtrisent au mieux les techniques de cut sur 3 pesées qui vont être plus lourds que les autres. Parce qu'ils vont optimiser à chaque fois les 3 pesées et les 3 rebonds
pour que le dernier rebond il soit le plus efficace possible par rapport aux autres. Ben ouais, mais bon, au final, tu proposes des solutions qui sont pas forcément si viables que ça. Parce que au final, tu proposes 3 pesées pour les athlètes. Parce que qu'est-ce qui dérange pour le cutting, finalement, en soi? Est-ce que c'est la santé des athlètes ou c'est parce que tu n'as pas envie de voir des athlètes plus lourds que ce qu'ils devraient être? Parce que moi, au final, c'est la santé des athlètes, tu vois, la priorité. Moi, priorité, c'est la santé des athlètes. Et la santé des athlètes va avec les deux. Parce qu'en fait, si tu as des athlètes qui sont moins lourds, ben, ils prennent des couilles, ils se font amener au sol, etc. Se mettent de la pression par des mecs qui sont plus lourds. Donc, on peut parler de santé aussi, parce que c'est des combats. C'est comme un mec qui monte de catégorie. Mais malheureusement, je te le dis, entre nous, faire 3 pesées, à l'UFC, je parle, hein. À l'UFC, c'est trop compliqué. Bien sûr, t'as toujours. En fait, ils vont toujours optimiser. Moi, à chaque fois, on me dit, mais pourquoi ils font pas la pesée le jour J? Pourquoi ils font pas ça? C'est pas. Les gars, pour le moment, je vous le dis, c'est la meilleure stratégie. Celle du One, elle peut se tester, mais le problème d'empêcher les rebonds, c'est que t'empêches des athlètes de récupérer. Ben oui, mais regarde, je t'explique pour les 3 pesées. T'empêches ton athlète de récupérer. Par exemple, tu fais une pesée le lundi. Il doit être. Je te le dis, Taxplay. Les athlètes, ils doivent être à 70 kilos pour le one, par exemple. Je te donne un exemple tout simple. Ils ont 3 pesées. On va dire lundi, mercredi, vendredi, par exemple. Ils vont faire leur pesée pour être à 70 kilos. Ils vont faire en sorte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont devoir recharger. Ils vont venir à 82. Ils vont faire leur cutting, etc. Ils vont finir à 70. Ils vont limiter leur recharge pour pouvoir revalider la pesée du mercredi. Donc, ils vont créer encore plus de fatigue, potentiellement des blessures, etc. Ils vont se repeser le mercredi. Ils vont faire la même chose pour la 3e pesée. C'est-à-dire que tu vas avoir des athlètes sous-alimentés, sous-hydratés pour valider les pesées. Ben oui, mais voilà, au final, t'as pas des bonnes intentions en fait, Darksplay. C'est ça le truc. Tu dis c'est leur problème. Mais là, on te parle des athlètes là. Ah, mais c'est sûr que les gars, le cutting pour l'organisme, c'est très dangereux. J'ai vu qu'Islam, au premier combat contre Volka, avait eu moins de temps pour recharger. C'est temps variant en fonction des endroits où ils combattent. Ouais, parce que c'était en Australie, le combat était à midi. Donc il a eu beaucoup moins que 36 heures pour recharger. Tu peux lui mettre peut-être 27, 26. Les reins prennent cher. Ouais, mais pas que les reins, hein. Perdre du poids, c'est pas naturel pour cent des combattants nutritionnistes. La chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a pas d'argent MMA. C'est clair. Tu fais quoi comme tu fais du JJB Blue Belt, toi? Peser jour J avec le combat oula, avec le combat après c'était catastrophique le cerveau. Ouais, exactement. Peser le jour J, c'est une mauvaise idée. Tu vas pas me dire que réguler un rebond une semaine te permet d'avoir un gain le jour du combat, tu vas finir sans énergie. Oui, mais ce que tu comprends pas, Taxplay, je te donne un exemple. L'objectif, c'est qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds quand tu fais tes 3 pesées dans la semaine. Qu'est-ce que tu gagnes à beaucoup cutter, tu vas être plus lourd que ton adversaire. Ok, peut-être potentiellement tu vas être un peu plus fatigué, tu vas prendre des risques d'être un peu plus blessé. Mais après, comment tu le calcules ça? Il faudrait des datas exactes pour tous les athlètes, pour chaque athlète et te dire. Et le problème, c'est que tu peux pas avoir du recul sur une carrière. Au bout d'un moment, si tu fais les tests sur un athlète, parce que chaque athlète est différent, les catégories sont différentes, ça dépend de ton style, ton passé, etc., ta nutrition, etc. Tu vois. Franchement, cutter pour 500 euros, c'est insultant. Il y en a, ils cut pour 0 euros, les gars. Ouais, moi aussi, je suis Team Nogi, Mac Blue Belt. Mais j'ai pas de Blue Belt, frère. En fait, c'est dur à gérer le rebond. Faites une vidéo sur les mecs qui prennent des combats contre des mecs pas classés ou leur catégorie, même en short aussi, je pense. Ça te dit quelque chose. Franchement, ça me dit rien, moi, ROH de Wesh. En vrai de vrai. Franchement, ça me dit rien. Mais après, Tarsplay, je dis pas que moi, je te dis, je suis pas pro-cutting, loin de là, au contraire. Je dis juste qu'en fait, si tu limites la recharge à des athlètes, c'est dangereux pour eux, en fait, parce que ils seront sous-alimentés, sous-hydratés, en fait, pendant la Fight Week. Vaut mieux que le moment où ils soient sous-hydratés, ce soit le plus court possible, que je pense pas que si tu es un athlète avec un avenir, tu vas prendre le risque de gérer un rebond une semaine alors que tu n'es pas sûr de sortir avec un gain. Ah, les gars, quand t'es plus lourd que ton adversaire, forcément t'as un gain.
Fatigue du cutting, elle se ressent souvent quelques temps après, violemment, ou même pendant le combat, tu peux la ressentir. Comme j'ai dit, si le combat il dure vraiment et qu'il est intense, au niveau de l'endurance, tu vas le ressentir un petit peu. Cédric Doumbé? Mais je vois pas le rapport par rapport à ce que tu as dit. Ah, ok, si, c'est bon, j'ai compris. Ouais, ouais. Je peux pas dire plus, moi. Après, on va dire que je critique. Je peux pas dire plus. Bon, les gars, on va s'arrêter là, hein, ça fait. C'est 88. Mais Ouais, mais Tarksplayer, regarde, tu fais ça. Tu fais ça. Regarde, même avec actuellement, avec le système actuel, t'as beaucoup. Là, pour l'UFC numéroté, c'est sûr que t'as un combat qui va sauter à cause d'une pesée où ils vont devoir trouver une solution, ou en tout cas, il y a une pesée qui va se rater. Tu fais ça avec des pesées aléatoires et tout, mais le nombre de combats qui vont être annulés, mais pour l'organisation, c'est une perte d'argent colossale. Et c'est quoi le nerf de la guerre? C'est l'argent. Tu le sais mieux que moi. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si les organisations elles savent qu'elles vont prendre, tu vas rajouter un risque d'annulation de combat, etc., elles vont pas le mettre en place. C'est ça, c'est pour ça en fait, Tarkplay. Il n'y a pas que. Bien évidemment, on a l'argent, bien sûr, l'argent est prioritaire. Bien sûr, sur ce que tu dis, Tarkplay, on est d'accord que l'intérêt, il est financier. Bien évidemment que l'intérêt est financier. Mais c'est pour ça que, pour moi, une des seules solutions, ça serait, le problème, c'est que ça rajouterait des catégories, ça serait de rajouter des catégories, mais il y en aurait qui abuseraient, mais tu aurais moins d'abus, je pense. Oui, non, mais bien sûr enfin, il peut être empêché. Ils vont quand même cutter les gens si tu mets 3 pesées dans la semaine. C'est ça que tu comprends pas. Ils cutteront peut-être un petit peu moins, mais ils vont quand même cutter. Et franchement, honnêtement, entre nous, je préfère un mec qui cut une fois dans la semaine qu'un mec qui cut 3 fois, même si c'est des petits cuts. C'est ça que je veux te faire comprendre. Il va moins rebondir, il sera moins lourd par rapport à la catégorie. Par exemple, un 70 au One, quand il va être dans la cage, il va être à 75 kilos, alors qu'au l'UFC, il va peut-être être à 80 kilos. Mais ce que je veux dire, ou peut-être à 78, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que faire 3 pesées et une pesée aléatoire à un athlète, c'est une idée de fou. Après, le dopage, c'est une autre histoire, les gars. Le dopage. Là, c'est différent quand même. Le dopage, je trouve que, bien évidemment, que cutter, pour moi, c'est entre guillemets un peu triché en soi. Mais le dopage, là, il y a vraiment, en plus, ça dépend ce que tu prends, etc. Quand tu fais un cutting pour 50K, ok, mais le problème, c'est quand. Ah oui, mais là, en amateur, les gars, moi, je suis pas du tout fan pour les cuts en amateur, hein. Astorine, ouais, c'est une des bases, ouais. Moi, je suis d'accord, en amateur, faut pas cut. En tout cas, pas de water cut, ça, c'est sûr. Pas de cut avec de l'eau. Après, tu fais. Par exemple, tu combats en 70, tu fais 74 ou 75 kilos à 3 mois du fight, c'est rien en soi, tu vois. C'est une perte de poids, mais c'est pas dur en soi. Par contre, tu fais 80 kilos à 2 mois d'un fight, tu fais pas de water cut, tu combats en 70, là, c'est compliqué, quoi. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Ouais, il y a plein de. Mais clenbuterol, c'est plus facile à choper, hein, comme molécule. Il y a plein de molécules qui sont un peu plus difficiles à trouver. En tout cas, les gars, j'ai pas eu beaucoup de follow aujourd'hui. Je suis déçu. C'est pas grave. Ça fait toujours plaisir d'être là. Sean O'Malley, bien sûr. Sean O'Malley, spécialiste. Ouais, en plus, il cut jeune. Anna, à 18 ans, il commence à cutter, voire à 17 ans. Bon, les gars, on va s'arrêter là sur YouTube, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ce qu'on a dit, de la lutte, du striking, du cutting. C'était super intéressant. Merci à Tarksplay, à ROH de Wesh, Mystic Matt, Manafa, tout le monde qui ont participé. Tu devrais stream sur TikTok en même temps. En fait, j'avais regardé, mais je crois que c'est compliqué parce qu'en fait,